Bonjour à tous, bienvenue à la session intitulée Architecture microservices avec Azure. Avant de commencer, j'ai une petite question. Qui connaît le cloud Azure de Microsoft? Ouais, un petit tiers de la salle. Alors on va parler évidemment de Microsoft, mais on va surtout parler de technologies type Docker. Ça peut vous rassurer. Donc je suis Michel Hubert, je suis directeur technique de Selensa. Et je suis Mathieu Klotz, architecte cloud chez Selensa. Avant de commencer, je vais vous présenter brièvement qui est Selensa. Donc Selensa, c'est un cabinet de conseil et d'expertise sur les technologies Microsoft. Alors ça voulait dire beaucoup de sens il y a 2 ans, aujourd'hui un peu moins. Avec l'ouverture de Microsoft sur le monde open source, on est amené à aborder des différentes problématiques open source, notamment tous les aspects containerisation. Donc on intervient à la fois sur des problématiques de développement, d'architecture, mais aussi sur tout ce qui est méthodologie agile avec des outils Microsoft. Et les aspects DevOps, plus on a aussi un centre de formation sur technologie Microsoft. On fait partie de ce qu'on appelle les partenaires managés par Microsoft. On a à peu près une vingtaine en France. Donc on a différents titres, Gold, partenaires sur le cloud, sur le développement, sur l'intégration. Et on a aussi, on publie aussi beaucoup de livres blancs sur ces différentes thématiques. Avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'une architecture microservice, revenons au début. Aujourd'hui, quand vous développez une application, vous développez jamais une application qu'on appelle monolithique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend l'exemple d'un site web type site e-commerce, vous avez un gros site web que vous déployez sur différents serveurs. Et quand vous avez besoin de rajouter une fonctionnalité, vous êtes obligé de redéployer l'ensemble de l'application sur ce serveur ou ces serveurs. Ce qui implique forcément de faire de grands tests de non-régression pour vous assurer que votre mise à jour n'a pas d'impact sur le reste de l'application. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que si on a besoin d'avoir plus de puissance, plus de scalabilité, je vais déployer cette grosse application, je vais la déployer sur plusieurs serveurs. Donc c'est quelque chose qui est très lourd à mettre en œuvre, très lourd en termes de temps de déploiement, et surtout, je n'ai pas forcément besoin de scaler l'ensemble de l'application. Si je reprends l'exemple d'un site e-commerce, on sait que 80% du site, c'est le catalogue produit qui est consulté, et 20% le tunnel de commande. Donc si je viens de plus de puissance pour le catalogue, ce n'est pas la peine de redéployer le tunnel de commande, l'espace client, etc. Donc ça sont les principaux inconvénients des applications monolithiques. Pour résoudre ces problèmes, on commence à regarder de plus en plus les approches de microservices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon application, donc mon site e-commerce, si je prends toujours le même exemple, je vais le décomposer sous forme de microservices. Alors ça n'a de micro que le nom, hein. Un microservice, c'est un service qui va être autonome, mais qui va correspondre à un besoin fonctionnel, pas du tout technique. Donc mon site e-commerce, je vais le composer en plusieurs microservices. Et chaque microservice sera complètement autonome. Donc si j'ai besoin de plus de scalabilité sur mon catalogue produit, je vais pouvoir rajouter plus de scalabilité sur ce service unique et pas toucher aux autres. De même que si j'ai besoin de déployer une mise à jour de mon catalogue produit, je ne vais déployer que cette partie de mon catalogue produit. Alors très souvent, quand on parle de microservices, on l'associe à Docker. Donc on l'associe beaucoup à la technologie de containerisation. Ça fait sens, puisque grâce à Docker, je vais être capable de déployer plus facilement, plus rapidement un microservice. Ce qu'on va vous montrer pendant cette session, c'est quelles sont les différentes possibilités pour héberger des microservices dans le cloud Azure. Vous verrez, il y a un certain nombre de technologies qu'on va pouvoir vous présenter. Alors d'abord, Mathieu va vous présenter notre projet pilote, donc ce projet qu'on va déployer sur ces différentes technologies. Avant d'aller plus loin, qui connaît le langage .NET Core de Microsoft? 2, super. Alors .NET Core, c'est quoi? C'est un nouveau framework développé par Microsoft, basé sur le framework .NET historique de Microsoft. Le principal avantage de .NET Core, c'est que vous développez une fois l'application et vous la déployez où vous voulez. Aussi bien sur des serveurs Windows, dans le cloud Azure, dans le cloud Amazon, mais aussi sur des machines Linux ou sur des Mac. Donc ce framework, il est complètement interopérable et utilisable sur l'ensemble des machines possibles.
Donc le gros intérêt, c'est que vous développez une seule fois l'application et vous pourrez la déployer sur du Linux, du Windows, sur n'importe quel cloud aujourd'hui. Donc notre petit projet pilote pour cette présentation, c'est une application IoT qui va récupérer des métriques venant d'une Microsoft Born ici dans l'exemple, et qui va envoyer, donc la borne va envoyer toutes ces métriques à un IoT Hub. L'IoT Hub, c'est un concentrateur d'événements sur Azure, au même titre qu'un Kafka, par exemple. Donc cet IoT Hub va récupérer l'accélération en X et en Y de notre appareil. Et derrière, on va avoir une application monolithique, que j'ai appelée ici Dashboard, écrit en ASP.NET Core, qui a 3 fonctionnalités. Dépiler ce hub d'événements et pousser les données dans un MongoDB. MongoDB paramétré en réplica 7 avec 3 instances. Et 2 autres fonctionnalités qui sont une TTHM qui m'a affiché la dernière accélération en X et la dernière accélération en Y, et une API pour pouvoir avoir une API REST en fait, qui me permet de récupérer mes données. Voilà. Petite application toute simple. Comment les déployer actuellement? Donc j'ai mon IoT Hub et derrière j'ai créé un VNet qui contient 2 types de machines. D'abord mes MongoDB qui sont derrière un load balancer, donc en mode réplica 7, et après 2 machines virtuelles Windows qui contiennent mon application dashboard. Quand un client veut se connecter à son dashboard pour regarder ses dernières métriques, il va devoir passer par le load balancer qui va le rediriger sur une des 2 VM. Et toutes les requêtes qui vont vers le MongoDB vont passer par le load balancer Azure pour pointer derrière sur un de mes 3 réplica 7. Voilà, tout bête. Oui, donc là, un hébergement tout à fait classique, ce qu'on appelle généralement dans le cloud du IaaS, de l'infrastructure as a service. C'est simplement de l'hébergement de machines virtuelles. Donc ça ne répond pas à notre besoin. Donc pour ça, on va introduire la notion de Docker. Docker, c'est... dans la salle, qui connaît Docker aujourd'hui? Voilà, là, j'ai toute la salle. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de vous expliquer en théorie ce qu'est Docker. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que Docker, c'est une technologie qui permet facilement d'héberger des microservices. Et c'est pour cela qu'on va vous présenter Docker. Ce qui est important, c'est de voir le travail qu'a fait Microsoft vis-à-vis de Docker. Microsoft est un très grand contributeur de Docker aujourd'hui. Ce qui nous permet aujourd'hui, en fait, d'être capable d'héberger des conteneurs Docker sur des serveurs Windows. On est également capable de créer des containers Windows. Jusqu'à encore quelques mois, on n'est obligé que de faire du Linux. Maintenant, on est capable de faire du Windows, du Linux. Et donc, comme je développe en .NET Core, je peux déployer mon application soit sur un conteneur Linux, soit sur un conteneur Windows. Le gros intérêt aussi du travail de Microsoft sur Docker, c'est qu'on va être capable maintenant d'héberger Docker dans Azure, dans le cloud Microsoft. Alors certes, ce cloud, il est Microsoft, mais derrière, il est complètement open source, complètement interopérable. On peut héberger n'importe quel type de technologie sur ce cloud. Et aujourd'hui, à peu près 33% des VM dans Azure sont des machines Linux. Donc grâce au travail de Microsoft avec Docker, on va être capable donc, de répondre à ce nouveau besoin de containerisation dans des environnements Windows et Linux. De plus, Microsoft nous permet aussi d'avoir tout un outillage DevOps qui vont nous permettre d'automatiser toute la chaîne de développement sur les containers. Du poste de développeur qui va commencer à développer sur son PC des containers, il va pouvoir les héberger dans un repository central et derrière les ops auront, grâce à Azure, tous les outils pour déployer de manière automatique des conteneurs, pour les opérer, pour avoir des métriques et pour améliorer la communication avec les devs. Une des premières briques qui a été sortie par Docker et Microsoft sur Azure, c'est toute l'offre Docker Data Center, donc qui a été publiée sur Azure dans la marketplace Azure. Et en gros, quand vous créez votre offre Docker Data Center sur Azure via la marketplace, ça vous déploie toute cette architecture. Donc en gros, ça va vous créer un VNet qui va contenir un premier sous-réseau qui va avoir vos contrôleurs. Donc les contrôleurs, c'est la partie IHM de Docker Data Center qui va vous permettre de piloter vos conteneurs, de piloter vos images, de pouvoir faire du scale en clic-clic, etc., etc. Et en plus d'avoir tout le monitoring de vos conteneurs. Ensuite, vous allez avoir la partie registry, Docker Registry, qui sera ici, donc Trusted Registry, donc qui est sur minimum 3 nœuds. C'est là-dedans que vous allez déposer toutes vos images pour derrière les déployer sur votre cluster.
Et après, vous avez tout ce qui est en node, donc les node apps, qui sont ni plus ni moins que les exécutants de vos conteneurs. Est-ce qu'il y a des questions? Toutes les requêtes qui viennent des utilisateurs, les requêtes externes, vont arriver sur un load balancer que l'on voit en haut avec écrit user, et elles seront load balancées sur les nodes qui contiennent vos conteneurs. Dès que vous voulez publier une image, ça va se passer au niveau du load balancer du trusted registry. Et enfin, dès que vous voulez faire de l'ops, vous allez aller vers les contrôleurs. Des questions? Alors, petite démo. Petite démo, ouais. Ça devrait être bon comme ça. Donc, hop, on fait comme ça. Donc ça, c'est le portail Azure. C'est le portail qui nous permet de gérer l'ensemble de votre infrastructure dans le cloud Microsoft. Donc si on veut créer un Docker Data Center, on fait simplement plus et Docker Data Center. Vous avez l'offre qui est ici. Donc le publisher, c'est Docker. Donc c'est bien Docker qui maintient ce template-là et cette offre Docker Data Center. On peut donc après le créer. Ah, pas de bol, j'étais pas sur la bonne souscription. On va aller plus vite. On commence. Docker Data Center. Hop. Alors là, je fais en clic-clic, mais il y a des templates en mode JSON que vous pouvez paramétrer vous-même et du coup utiliser pour automatiser la création de votre plateforme. Et ces templates JSON en fait contiennent exactement tous les champs que vous avez ici à remplir pour pouvoir créer votre cluster. Donc, je n'ai pas créé le cluster parce que ça prend à peu près 2h30 pour l'instancier. On n'a pas trop le temps, 50 minutes. Donc, j'en ai déjà créé un que l'on a ici, Docker DC. Quand vous avez créé votre cluster, ça crée tous ces composants-là sur Azure. Donc, les UCP contrôleurs, les nodes et les trusted registry, les VM, elles doivent être ici. Plus les cartes réseau des machines, plus les load balancers, plus les adresses IP publiques pour y accéder, plus les VNet, etc., etc., etc. Premier truc à... Ah oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'on reste dans le monde du IaaS. Qui dit IaaS, c'est qu'une fois que vos VM ont été instanciés, c'est à vous de les maintenir. C'est pas le template de Docker qui va vous rajouter des VM, c'est pas Docker qui va mettre à jour vos VM. Si vous voulez mettre à jour l'offre, ça sera à vous de maintenir intégralement votre Docker Data Center. Ce que vous permet Azure, c'est de simplifier le déploiement de la plateforme. Donc en une ligne de commande ou en quelques clics sur l'interface, vous avez toute cette plateforme qui s'implémente et qui se paramètre automatiquement. Mais maintenant, c'est à vous de gérer vos machines qui sont derrière. Une fois qu'on a tout ça, alors j'ai déjà créé mon cluster. Hop. HTTPS. Sur Firefox, ça marche beaucoup mieux. On va arriver sur le contrôle panel de Docker. Et de là, on peut gérer intégralement nos applications. Donc là, on va voir, on peut faire du Docker Compose, donc uploader un Docker Compose.yml. Une fois qu'il est poussé, le Docker Data Center va s'occuper tout seul de récupérer vos conteneurs et de les déployer sur l'ensemble de vos nœuds. Ensuite, on a la gestion complète de nos conteneurs. Donc là, j'avais déjà uploadé mes IHM, j'ai uploadé mon API aussi. Et maintenant, je peux prendre par exemple l'API, Mongo. Je veux changer le scaling, donc là j'en avais mis 3 de mémoire, je vais la remettre à 1. Ça prend un peu de temps. Ça prend beaucoup de temps. Bon,
Petit effet démo. Voilà. Donc là, il nous dit, ça y est, j'ai bien downgradé, enfin, je suis passé de 3 instances à 1 instance, etc. Donc, voilà en fait tout ce que propose déjà Docker Data Center. Vous avez aussi toute la gestion de vos nœuds. Donc les nœuds, c'est les exécutants. Donc vous avez lesquels sont en état, lesquels sont en surcharge, etc. Vous pouvez créer vos volumes Docker. Donc les volumes Docker, tout le monde connaît les volumes ou pas? Non, ceux qui connaissent Docker. Voilà. Donc vous pouvez tout gérer là-dedans. Alors c'est très clic-clic, c'est vrai, mais c'est pratique et c'est surtout fourni par Docker, maintenu par Docker. Donc ça, c'est une des premières solutions que propose Azure pour déployer vos conteneurs dans Azure. Hop là. Oups, pardon. Donc, l'avantage en fait de Docker Data Center, c'est que on a l'avantage de Docker qui on va mutualiser nos ressources. Donc sur un seul cluster Docker, je vais avoir mes MongoDB, je vais avoir mes API, je vais avoir mon IHM, et je vais pouvoir scaler l'un à l'autre. On a un toolchain qui est connu et reconnu, puisque c'est ni plus ni moins que le toolchain de Docker, qui est la command line qu'on connaît, etc. Et la plateforme est complète. Quand je dis complète, c'est qu'elle intègre le monitoring, l'intégration continue, etc., etc. Quelques inconvénients quand même, ça reste toujours des machines virtuelles, on reste toujours dans le monde du IaaS, donc c'est à nous de gérer intégralement les mises à jour de nos machines et du package Docker Data Center. Donc ça demande quand même de l'ops. Si jamais je n'ai plus de ressources, j'ai plus assez de CPU, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être à moi de créer une nouvelle machine virtuelle, de récupérer le package Docker Data Center, de l'installer intégralement, etc., etc. Donc ça demande quand même de la maintenance. Ensuite, il y a le réseau virtuel à gérer, tout ce qui est sécurité. Là, je ne l'ai pas montré, mais par défaut, vous n'avez pas accès au port 80, ni au port 443, etc. Donc c'est à vous de le libérer. Donc il y a dans Azure la notion de Network Security Group qui va vous permettre des accès extérieurs à vos conteneurs sur différents ports, etc. Ça, c'est à vous de le gérer aussi. Enfin, il y a la gestion des ressources, donc ajouter une VM ou supprimer une VM. Et à mon avis, un des points noirs, quoique une très bonne solution, ça se paye, la licence qui est de 150 € par VM à acheter auprès de Docker, pas auprès d'Azure. Et c'est à vous de gérer cette licence-là. Par mois. Plus bien sûr le nombre de machines, donc il y a au minimum 6 machines à mettre en place pour de la solution haute disponibilité. Donc 2 UCP, 2 Trusted Registry et au minimum 2 nodes de conteneurs. Voilà. Donc après, suivant vos besoins en ressources pour vos applications, ça peut quand même avoir un coût assez important. Voilà. Donc ça, c'est la première solution, c'est donc d'utiliser Docker Data Center, donc ça reste du IaaS. Certes, c'est simplifier la mise en œuvre, mais on peut encore aller plus loin avec Azure. Azure propose une solution qu'on appelle le type CAS, Container as a Service, qui va vous permettre de faciliter encore plus la gestion de votre infra Docker. Ça s'appelle Azure Container Service. C'est quoi simplement? C'est la même offre que tout à l'heure, mais managée par Microsoft. Donc vous, ce que vous aurez à gérer, ce n'est pas toute la partie infrastructure qui sera prise en charge par Microsoft de manière complètement transparente, et vous n'aurez plus qu'à vous concentrer uniquement sur les conteneurs, sur l'application que vous voulez déployer. C'est le gros intérêt. Dans notre exemple, on va encore un peu plus loin dans l'offre managée, donc l'offre PaaS. On va retirer MongoDB des conteneurs ou des VM classiques pour mettre en place DocumentDB. Donc DocumentDB, c'est une offre NoSQL de Microsoft, de type document, comme du MongoDB. Le gros avantage, c'est qu'ils sont capables de gérer le protocole MongoDB. Donc on peut très facilement migrer une base MongoDB vers DocumentDB, ne pas changer votre code et avoir une base de type NoSQL document complètement managée par Microsoft. Vous avez juste à migrer vos données. Et Microsoft se charge de gérer le niveau de service, la disponibilité de votre base NoSQL. Un petit point quand même, l'offre Docker Data Center n'est pas disponible sur Container Service. Par contre, il y a DCOS, il y a Kubernetes et Swarm. Swarm en version 1.11, donc si vous connaissez le Swarm mode, qui est arrivé au mois de juin de mémoire, celui-là n'est pas encore disponible sur Container Service. Alors, juste vous présenter l'infrastructure. Donc cette fois-ci, comment se comporte quand vous créez un Container Service? Encore une fois, c'est un template Azure qui est fourni. Par défaut, il va vous créer tout ça.
en soi pas grand-chose. Il va vous créer 2 VM avec des swarms en role manager, donc qui vont permettre d'orchestrer vos conteneurs, et au minimum 3 nodes qui va simplement héberger vos conteneurs. Donc, petite démonstration. Donc le principe reste exactement le même. Si je crée un conteneur service, donc j'ai Azure Container Service, créer. Vous mettez un nom, une clé SSH, je vais en chercher une, parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Hop. Et tout ce que fait Mathieu sur le portail est complètement automatisable en ligne de commande. Un groupe de ressources, blabla. Et la partie vraiment intéressante qui va vous permettre de choisir vraiment qu'est-ce que vous voulez pour orchestrer, c'est celle-là. C'est que du coup, c'est ce que je vous disais, vous avez 3 offres disponibles, DCOS, Kubernetes et Swarm. Donc après, si vous avez déjà du conteneur chez vous en on-premise, vous avez déjà l'habitude d'utiliser Kubernetes, partez sur Kubernetes, partez pas forcément sur Swarm. Voilà. Donc j'ai déjà créé un cluster, je suis parti sur Swarm. Donc si on prend hop là, mon cluster ACS, pareil, qu'est-ce que m'a créé mon template? Toute une palanquée de ressources comme d'hab, avec mon load balancer public qui va permettre d'attaquer les masters, enfin donc les managers, pardon. Ensuite, pardon, ça c'est les agents, le master, hop là. Les IP publics, les VM, les observability sets. Observability set, tout le monde connaît ou pas? Il y a des gens qui ne connaissent pas? Bon, okay. En gros, c'est ce qui en fait, quand vous mettez un ensemble de machines dans un observability set, Azure, si elle doit faire des mises à jour sur vos VM, en tout cas sur l'infrastructure de vos VM, il va garantir, grâce à l'observability set, ça va garantir que toutes vos VM ne seront pas coupées en même temps. Voilà. Donc ça vous permet de garder de la haute dispo. Ensuite, comment ça se passe pour se connecter pour déployer nos conteneurs? Alors là, c'est du coup plus old school que Docker Data Center. Hop, on va se connecter en SSH. Sur ça. Juste admin. On va y arriver. Les micros. Voilà. Et après, une fois qu'on est dedans, là on a accès au tooling Docker, donc version. Donc là, le client est en version 1.12, mais le Swarm est en version 1.11. Voilà. Pour que vous soyez. Voilà. Et après, on peut faire un Docker -run d-p sur le port 80, 90. Est-ce que j'expose ça? /xavier beacon IHM. Hop. On la récupère, on prend l'URL des agents. Hop. Voilà. Par défaut, le port 80 est exposé. Je vous le dis. Voilà. Et donc là, j'ai mon application qui est disponible. Au même titre qu'avec Docker Data Center. Voilà. Donc c'est une version plus simple, plus facile à gérer en termes de cluster. Pourquoi plus facile à gérer? J'ai perdu les slides. Plus facile à gérer parce que c'est plus vous qui gérez vos ressources. Donc en gros, ça utilise un VM Scale Set. Il y a des gens qui connaissent le VM Scale Set ou pas. Je m'explique vite fait. Okay. Donc un VM Scale Set, c'est quoi? C'est un groupe de ressources de machines virtuelles qui va être scalable automatiquement en fonction de la charge CPU, en fonction de la mémoire, etc. de vos nœuds. Si l'ensemble de vos VM dépasse certains compteurs, que vous spécifiez vous, par exemple 80% de CPU en moyenne sur 2 minutes ou 3 minutes, Azure va automatiquement monter une nouvelle machine virtuelle à partir d'un template que vous avez fixé vous.
Donc vous n'avez plus à vous occuper en fait de la quantité de ressources disponibles ou pas, vous n'avez plus à gérer cette partie-là, c'est Azure qui le fait pour vous. Pareil, si vous avez une baisse de charge, il va supprimer des machines virtuelles. Après, si vous avez la problématique de coût, vous pouvez toujours fixer un maximum de machines à instancier. On reste sur le même tooling que du Docker. J'ai mis Docker Data Center, je me suis trompé, que Docker. La différence, c'est qu'on n'a plus d'IHM clic-clic, en tout cas en mode Docker Swarm. Sur Kubernetes, vous avez l'IHM, sur DCOS, vous avez toute l'IHM de management. En mode Swarm, c'est en command line. Le gain financier face à Docker Data Center, c'est déjà plus de machines, enfin plus de licences pardon, pour les machines virtuelles. Et derrière, moins de machines. On a au minimum 5 machines. Si vous voulez faire un cluster de test, vous pouvez me tomber moins. Dans ce cas-là, il y a une petite option, il faut décocher haute disponibilité, vous pouvez supprimer toute la partie de dispo. Quelques inconvénients tout de même, c'est toujours à nous de gérer les machines virtuelles. C'est toujours à nous de mettre à jour la stack Docker, c'est toujours à nous de mettre à jour les patchs de votre OS. Le monitoring, il n'y en a pas. Nativement, il n'y en a pas. Donc il faut intégrer des solutions tiers, en tout cas avec Swarm. Donc il faut intégrer des solutions tiers. Par exemple, Operation Management d'Azure. Et ça arrive. Et ça arrive. Ça arrive. Pas de Swarm mode. Je recommence, excusez-moi. Pas de Swarm mode. Ça, c'est peut être gênant puisque maintenant, il y a de plus en plus de bundles qui montent et qui utilisent le Swarm mode. Donc si déjà vos développeurs sont partis sur la stack 1.12, vous ne pouvez pas partir sur le conteneur service. Et le nombre de machines virtuelles qui reste à 5. Encore une fois, si vous avez beaucoup de ressources et des besoins de machines puissantes, ça peut avoir un coût assez important. Voilà ce qu'on pouvait dire sur conteneur service. Microsoft propose également une autre solution pour héberger des microservices. Là, on quitte le monde Docker classique pour Service Fabric, qui est un composant de Microsoft, qui est déjà assez ancien, qui a déjà 8 ans, qui est en fait le cœur d'Azure. Parce qu'en fait, la plateforme Azure est elle-même une plateforme microservice. Et Microsoft a souhaité exposer le noyau d'Azure pour les clients. Donc ça s'appelle Service Fabric. Donc beaucoup de composants Azure sont basés là-dessus. DocumentDB, SQL Database, EventHub, Cortana, etc. sont basés sur ce framework. Donc là, Microsoft nous l'expose et nous permet d'héberger des microservices facilement, qui soient stateless, stateful, et également héberger des conteneurs Docker dessus. Conteneurs qui peuvent être Windows ou Linux. Donc Microsoft nous propose donc cette couche Service Fabric pour héberger les microservices. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas lié à Azure. Vous pouvez très bien utiliser Service Fabric dans n'importe quel type de cloud, pas forcément Azure. Ça peut être en cloud privé, ça peut être dans votre propre data center. On est capable d'héberger du Service Fabric ou sur de l'Amazon. Le seul prérequis, c'est d'avoir un Windows Server 2016. Et ça marche aussi bien dans le monde Microsoft que dans le monde Linux. Ils ont ouvert Service Fabric en Linux. Du coup, ça va être le sujet de ma démo. Je vais partir sur du Service Fabric en Linux. Hop. On reste sur le même mode un peu clic-clic entre guillemets de Service Fabric, enfin pour créer un Service Fabric. Donc même chose, Service Fabric, cluster. Hop. Donc on va lui mettre un nom. Hop. Mot de page, je vais faire 16. Ça suffit. Non. C'est 2016. Hop. La seule chose qui est intéressante à montrer en fait dans le template, après ça crée un service fabric, c'est que vous avez le choix. En fait, vous pouvez dire, vous pouvez faire plusieurs types de nodes. Donc un node, c'est ce qui va exécuter vos conteneurs, ce qui va exécuter vos services stateless, vos services stateful, vos modèles acteurs. Et vous pouvez en faire plusieurs types. Donc si vous voulez des types, enfin des machines très puissantes en Windows, vous pouvez. Si vous voulez des machines moins puissantes, vous allez créer un autre deuxième type de node, en Linux par exemple, ou en je sais pas quoi. Et derrière, enfin voilà. Donc en gros, vous pouvez créer autant de types de nodes que vous voulez. Alors le template ici limite à 3.
enfin la partie web, quand vous êtes en mode template JSON, vous pouvez monter jusqu'à 20. Bon, si vous avez 20 types de machines, si vous êtes déjà un gros consommateur. Un petit setting important, si tout le monde le voit bien, c'est le mode d'upgrade. Donc en fait, si vous mettez automatique, c'est Microsoft qui va upgrader tout le framework de Service Fabric. Donc dès qu'ils vont faire des fixes et compagnie, c'est eux qui vont aller mettre à jour vos VM. Encore une fois, il y a un availability set de montée derrière, donc vous n'aurez pas d'interruption de service. Mais vous n'avez plus à gérer cette partie framework qu'on a à gérer quand on fait du container service avec Swarm ou Kubernetes ou ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai déjà créé un cluster. Je ne vous remontre pas la stack, c'est pareil, il y a des load balancers, il y a des availability sets, il y a des managers, etc. Le gros plus, c'est qu'on a cette fois-ci une plateforme d'administration. J'ai juste pas pris le bon. Enfin d'administration, de monitoring en tout cas. SF. Beacon SF. Explorer. Ah, bon, j'ai une application qui est tombée. Donc après, voilà, ce qu'on avait dans Docker Data Center, mis à part la partie publication de conteneurs, là, on l'a avec, enfin, on récupère la partie monitoring, en tout cas, qu'on avait perdu dans Container Service. Donc, on n'a plus à gérer le framework, mais en plus, on récupère du monitoring qu'on n'avait plus avant. Donc, on peut voir que mon application API App, elle fonctionne. Ah ouais, parce que j'ai pas paramétré les, j'ai pas mis SN2. Undeployed. En gros, j'ai qu'un seul nœud et j'ai demandé qu'il y ait minimum 2 instances derrière sur mon conteneur, donc ça a planté. Voilà. Donc on a récupéré cette partie-là. Comment on va déployer notre conteneur? Alors, on peut déployer du conteneur sur Service Fabric, du conteneur Linux, du conteneur Windows. On va se connecter en SSH sur le serveur. Et après, on fait un, je crois que je l'ai ici, ça sera plus rapide. Hop. Un Yo Azure FS Guest. SF Guest. Service Fabric. Derrière, il va demander le nom de l'application qu'on veut créer. Il devrait le demander. Donc d'abord, je lui dis que je veux déployer un conteneur. Le nom de mon application, ça va être Xebicon IHM. Le nom de mon application, de mon service, ça va être l'IHM. Le nom de l'image, Mathieu Klotz / Xebicon IHM. Hop. Et si on veut mettre une commande particulière à l'exécution du conteneur, on peut le faire. Je n'ai rien à faire. Je lui donne le minimum d'instances que je veux. Je vais mettre 2, histoire d'avoir du load balancing. Et là, il m'a créé tout un package. Dans ce package, qu'est-ce qu'on a? L'application manifest.xml, c'est simplement ce que je viens de rentrer là, donc la description de l'application. Dans le service manifest.xml, c'est, comme vous allez pouvoir trouver dans les Docker Swarm, c'est là où vous allez dire mon application, elle a le droit à maximum tant de gigas de RAM, maximum tant de CPU, etc. etc. C'est là-dedans que vous allez le déclarer. Le service manifest, vous déclarez aussi quels ports vont être exposés. Là, par défaut, c'est 80. Le install.sh, donc là, on va le faire. Donc, Azure Login, je crois que je suis déjà connecté, donc c'était pas un. Azure Service Fabric Cluster Connect. Donc là, je suis connecté à mon cluster Service Fabric et maintenant, je vais simplement lui dire install.sh et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller récupérer, il va prendre mon package. Hop, pardon. C'est des Xebicon IHM. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère mon image. Il est en train de la pousser dans le Service Fabric. Il enregistre l'application, donc le monitoring, etc., etc. Alors ça prend un peu de temps, donc j'avais créé un autre cluster à côté. Les premiers déploiements prennent du temps. Quelques petites informations aussi, c'est si vous faites un upgrade d'application, vous avez 2 modes, l'upgrade forcé ou l'upgrade en mode rolling update. Si vous faites en upgrade forcé, il n'y aura pas d'autre dispo derrière. Hein. Il va supprimer tous vos conteneurs, il va tout recréer. Donc conseille plutôt le rolling update. Bon. Et le premier déploiement est toujours long.
parce que tout ce qui est stack interne qui sont réseaux virtuels, etc. ne sont pas créés. Voilà, normalement, elle doit être déployée. C'est toujours la même application. Voilà. Donc voilà pour Service Fabric. Normalement, ça doit être fini là. Voilà. Donc là, il m'a créé l'application et il me dit que tout est OK. Voilà pour la partie déploiement. Ça peut être scripté, intégré à vos sources contrôle habituelles, à vos systèmes de build actuels, etc. Je suis parti sur un service Fabric Linux, c'est fait comme ça. Sur la partie Windows, le déploiement de package n'est pas tout à fait le même. Il faut créer un package dans TFS, enfin dans Visual Studio, et tous les paramétrages se font là-dedans. Voilà. Donc là, le service Fabric, on conserve la partie mutualisation des ressources. On n'a plus de mise à jour du framework, sous réserve qu'on l'ait choisi. Sinon, c'est encore à nous de mettre à jour nos applis, enfin notre framework. On a du monitoring, ça fait du Linux et du Windows. Avec, comparé à Container Service ou Docker Data Center, on peut faire un cluster mixte avec et du Windows et du Linux. Petite subtilité, les conteneurs Linux ne peuvent pas être déployés sur des nodes Windows et inversement. Voilà, sur la partie Docker, c'est ça. Il y a certains types de services sur les stateful services où la gestion d'état ne fonctionne pas sur Linux. Donc les stateful services, c'est des services, des applications web par exemple, qui vont avoir une gestion d'état. Elle ne fonctionne pas sur Linux pour l'instant, ça reste en preview. Voilà. Faut le savoir. Autre avantage, le modèle acteur natif. Est-ce que vous connaissez le modèle acteur ? En gros, l'idée du modèle acteur, c'est que vous allez... C'est très pratique dans le monde de l'IoT. Là, j'ai une bande qui me pousse mes infos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des programmes, des tout petits programmes qui vont être capables de s'occuper d'une seule bande. Donc, par exemple, de calculer non plus l'accélération en X ou en Y, mais l'accélération totale, le vecteur d'accélération, pour une bande. Et du coup, ça va faire des micro-entités. Pour chaque message qu'on va avoir d'une bande, on va créer autant d'entités qu'il y a de bandes connectées. Et en fait, c'est vraiment des micro-programmes qui font à chaque fois quelques kilos et qui vont être déployés partout sur votre cluster. C'est très compliqué à gérer, accessoirement. Soit vous partez sur des frameworks comme AK.NET ou ce genre de choses, soit vous avez du coup Service Fabric qui a nativement le framework. Et enfin, vous pouvez faire des services stateless et stateful. Quelques inconvénients, l'apprentissage de la plateforme. Je pense qu'il n'y a pas grand monde actuellement qui connaît Service Fabric. Si on se lance dedans, il y a quand même un peu d'apprentissage, ne serait-ce que pour la configuration, pour le monitoring, etc. Il y a toujours l'operating system à gérer. Donc les VM que vous avez créés, c'est toujours à vous de les manager. Même le scale set, c'est à vous de mettre à jour votre OS. Et enfin, le nombre de machines virtuelles, qui est de minimum 5, puisqu'il faut au moins, enfin c'est le minimum requis en tout cas pour une plateforme de production. Voilà. Une dernière possibilité d'héberger des microservices dans Azure, là on va quitter un peu le monde Docker, c'est AppService. AppService, l'intérêt d'AppService, c'est qu'on est dans une solution qu'on appelle Full Pass, donc une vraie plateforme as a service. C'est-à-dire que vous n'allez plus du tout gérer toutes les couches d'infrastructure qui sont derrière. Que ce soit les mises à jour, que ce soit les VM, les middleware, tout ça est pris en charge par Microsoft. Vous allez juste déployer votre package applicatif et gérer vos données. Tout le reste est complètement pris en charge par Microsoft. Aussi bien la scalabilité que le déploiement, que les mises à jour d'OS, etc. Donc c'est un vrai avantage par rapport à tout ce qu'on a vu avant. C'est que tout ça est pris en charge par Microsoft. Ça supporte la plupart des langages aujourd'hui du marché. C'est Sharp, Java, PHP, Node.js, Python. Le store scaling est automatique, les patchs aussi. On peut intégrer ça dans du guide, dans du TFS pour avoir des déploiements automatiques. Et en plus, dans notre exemple, on rajoute en plus Azure Function, qui est une sorte de composant logiciel serverless pour exécuter des scripts, des batchs. Vous n'avez plus de machines derrière. Donc là, si on reprend l'architecture de notre projet, cette fois-ci, on n'a plus de VM. Alors en fait, dans AppService, vous avez des VM, mais elles sont masquées, vous ne les voyez pas, elles ne sont plus à vous. Vous n'avez plus la main dessus, de toute façon. Donc, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? J'ai une Azure Function qui est serverless, qui va me dépiler mes événements, qui me les pousse dans mon document DB. Et derrière, j'ai mon user qui va pointer sur une API app ou une web app pour pour récupérer ses graphes. Et cette web app va vers mon document DB pour récupérer les données. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait de l'AppService? Okay. Yasmine, t'es sûr? Donc, en démo, finir par casser le micro. Alors là, c'est la première démo, on va quitter le monde Linux. On va avoir des AppServices sous Windows.
Ça existe aussi sous Linux, c'est très récent chez Microsoft. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de toutes les démos de Mathieu, c'est toujours le même code qui est déployé, écrit en .NET Core. C'est le même code qui est déployé sur de la VM classique, sur du Docker, sur du Service Fabric et maintenant sur App Service. Parce que derrière, c'est un 2IS qui tourne. Donc on peut le savoir, c'est du 2IS. Mais maintenant, il y a des App Service Linux qui fonctionnent aussi dans Azure. Après, je ne suis pas parti dans mon sample sur l'App Service Linux, puisque .NET Core n'est pas encore géré sur cette stack-là. App Service Linux ne gère que Node.js et PHP pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est son code qu'il a écrit avant, il le déploie sur n'importe quelle plateforme, n'importe quel OS. On est complètement dépendant de l'OS ou de la techno qui est derrière pour gérer vos microservices. Donc, mon App Service, alors je vais pas vous refaire l'installation. On fait, j'ai une web app. Hop. Et aussi une grande différence qu'on va voir maintenant par rapport aux techno d'avant, c'est que le provisioning d'un app service, c'est 2 secondes. C'est instantané. C'est Bisample, par exemple, pas disponible. Xebicon. Je vais créer ça dans mon pass. Voilà. Un autre point important sur App Service, donc il y a une option d'App Service Plan. L'App Service Plan, en fait, c'est ce qui va définir le nombre de VM que vous voulez dedans, enfin le nombre maximum de VM, donc la scalabilité disponible, la mémoire, le nombre de cœurs nécessaires pour chaque VM, etc. Dans un même service plan, vous pouvez mettre plusieurs applications. Donc on reste sur un environnement qui est mutualisé. Si vous avez des applications qui consomment trop, vous pouvez après les changer d'app service plan. Voilà. Donc la création. Donc il y a beaucoup moins de paramètres à rentrer, parce qu'il n'y a plus de notion de réseau virtuel ou ce genre de choses. Hop. Et normalement. Voilà, j'ai dit 2 secondes et là ça va reprendre 15. Ah, t'as été optimiste, hein. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai déjà créé. En tout cas, on n'est plus sur la même notion de temps. Tout à l'heure, on parlait en heures de temps dépend d'une plateforme complète. Là, en quelques secondes, la plateforme est prête. Alors, un conteneur service, il faut compter à peu près 35 minutes. Un service fabrique, on va être à peu près dans les 25-30 minutes aussi pour créer l'environnement. Tout va dépendre du nombre de machines que vous voulez. Conteneur app service, d'ailleurs, c'est terminé. Voilà. Donc du coup, j'ai créé une API app qui héberge mon API REST, une IHM, qui est la même IHM que vous voyez depuis tout à l'heure. Et le petit point que je n'ai pas montré depuis tout à l'heure, c'est comment je dépile mes événements. Là, je suis passé par une Azure Function. Azure Function, c'est un composant qui est assez neuf. Juin. Oui, alors c'est l'équivalent chez Amazon de Lambda. Ouais, Lambda, voilà. C'est ça. Donc j'ai créé une fonction. Alors quand on crée une fonction, on peut lui dire, elle a des notions de trigger, soit c'est des triggers événementiels, soit des timers, voilà, ou des webhooks, donc une URL. Enfin, vous appelez le trigger, la fonction par une URL. Donc j'en ai créé une qui consomme un event hub. Derrière, ça vous génère un fichier .csx que vous voyez là. Hop là. Donc c'est du C# en fait derrière qui sera compilé à la volée. Et derrière, j'ai mon code qui, quand je reçois un message de mon event hub, je me connecte à mon MongoDB, je crée mon document BSON et je l'insère dedans. Voilà. L'avantage de Azure Function, c'est que, il n'y a plus de serveur à gérer derrière. En termes de déploiement, ça peut être intégré au source control aussi assez facilement. Et surtout, c'est hyper scalable. Si j'ai des milliers d'événements qui débarquent d'un coup, j'aurai autant de fonctions qui sera disponibles. Limitation aussi, ça tourne dans le même app service plan que mes API app et mes web apps. Donc si je consomme trop en Azure Function, derrière j'ai forcément impacté mes web apps et mes API app. 2 options, soit je change mes fonctions de service plan, soit il y a une deuxième offre disponible pour héberger ces fonctions, qui là vont simplement se baser sur la quantité de RAM que dont vous avez besoin pour faire tourner vos fonctions. Ce que j'avais pas avant, par contre, c'était du monitoring sur est-ce que mon application, combien de fois a tourné mon job, etc. Là, je l'ai. Alors normalement, ça prend quelques secondes. Voilà. Donc il y a 1 heure quand j'ai exécuté mes tests. Voilà, j'ai eu toutes ces exécutions qui sont faites en 16 millisecondes, 0,
266 millisecondes, 734, etc. Donc en plus, on a du monitoring sur les Azure Functions. Sur la partie web app, j'en ai aussi. Hop. Allez, ici. Ah, ben, je n'ai pas activé le diagnostic, donc non, on n'en aura pas. On a le nombre d'erreurs, etc. Donc là, 0, tout va bien. On est peut-être un peu trop bien codé, j'aurais peut-être dû mettre des erreurs. Et pareil pour l'API app. On a tout le monitoring qui va bien, du nombre de requêtes, bah voilà. On voit l'ensemble des requêtes que j'ai eues. Voilà. Donc, sur App Service, qu'est-ce qu'on peut dire? On a toujours la mutualisation des ressources avec les App Service plans. On a l'intégration au gestionnaire de ressources, je ne vais pas montrer, mais j'aurais pu le brancher à mon TFS. Dès que j'aurais commité, derrière, ça m'aurait mis à jour mon code, ou via une build, ou ce qu'on veut. On a tout le monitoring via donc Application Insight, je ne l'ai pas montré, c'est un outil d'APM. On peut aussi brancher Operation Management Suite ou utiliser le portail Azure pour faire le monitoring de nos web apps ou de nos Azure Functions. On a la scalabilité. Si j'avais poussé un peu le trafic, on aurait vu le nombre d'instances augmenter assez rapidement. Au même titre que sur un Swarm, on aurait vu le nombre de conteneurs pousser, etc. Et on est à peu près sur la même vitesse de déploiement, enfin de scalabilité. Autre avantage, j'ai plus de IaaS, j'ai plus de machine virtuelle à gérer. Petit inconvénient, du coup, c'est le support limité de langage, je devrais même dire support limité de tooling, puisque du coup, à l'inverse d'un conteneur Docker, où je peux rajouter des outils dedans pour faire des copies de fichiers, transformer un peu mon conteneur, en fait, là, je ne peux pas le faire. J'ai pas la main dessus. Normal, puisque c'est managé complètement par Microsoft. D'où c'est l'App Service, c'est le service plan. C'est le service plan que vous allez payer. Donc ça démarre à quelques... Ça commence à gratuit. Alors à oui, gratuit, vous n'avez pas d'autres disponibilités et autres. Après, il y a Basic qui vous limite à 3 instances. Donc pas être limitant, et pas de backup. Et après, si on veut commencer à avoir du support de SSL, etc., on a le mode standard qui là permet de monter beaucoup plus d'instances, etc. Et après, dans chaque standard, vous avez, en fonction du type de machine que vous voulez, donc 1 cœur, 3 cœurs, 4 cœurs, etc., des offres différentes. Voilà. Globalement, vous payez en fonction du niveau de service que vous souhaitez et du nombre de cœurs que vous allez utiliser. Mais c'est des coûts qui n'ont rien à voir. C'est un peu le paradoxe dans la plateforme Azure, c'est que dans la partie pass où je gère moins de choses, ça me coûtera moins cher que de gérer des VM. Le coût de la VM est plus cher qu'App Service. Alors, pour conclure cette session, on a vu que pour déployer des microservices, avec Azure, on a plusieurs solutions possibles. Du IaaS classique, avec des machines virtuelles que vous allez gérer, ce qui n'est pas recommandé pour du microservice, bien évidemment, beaucoup trop lourd et pas assez souple en termes de déploiement. On a Docker qui est supporté complètement dans Azure. On a Container Service qui est une offre de conteneurs de service. On a Service Plan qui lui va surtout vous apporter ce que j'appelle plus de l'hyperscalabilité parce qu'il a été conçu pour ça. Et au final, on a aussi App Service qui est une offre complètement PaaS pour héberger vos microservices. L'intérêt de Azure, c'est que, comme on vous l'a montré, ça supporte aussi bien les stacks Windows que toutes les stacks Linux. Aujourd'hui, toutes les distributions Linux sont supportées dans Azure. Que vous soyez en Debian, en CentOS, en Red Hat, tout est supporté dans Azure. Donc, bien que ce soit une plateforme cloud Microsoft, derrière, vous pouvez déployer la technologie que vous voulez dans le langage que vous voulez. Vous avez des questions? Juste ajouter un petit truc. On n'a pas couvert tout. Il y a d'autres moyens, ou si vous voulez déployer de l'OpenShift aussi sur votre Azure, vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Il y a aussi Docker qui, pour l'instant, il y a une offre en bêta, donc il faut s'inscrire sur le site de Docker, beta.docker.com. Donc c'est Docker for Azure, ça va être un template au même titre que Docker Data Center, mais vous n'avez plus à gérer vos VM, puisque ça va partir comme sur Container Service sur du Scale 7. Et derrière, vous aurez un Docker Data Center. Donc ça, c'est une offre qui est encore en private preview. Si vous la voulez, il faut aller sur le site de beta.docker.com pour l'essayer. Elle est disponible sur Amazon et sur Azure. Et par contre, comptez 1 ou 2 mois à peu près avant de pouvoir accéder à la preview. Donc là, maintenant, vous avez le choix de déploiement entre ce que vous voulez gérer et ce que vous voulez que Microsoft gère pour vous. L'intérêt de la partie PaaS, c'est vraiment que vous générez plus du tout l'infra qui est derrière et vous allez pouvoir passer votre temps sur l'applicatif
le cœur de votre métier. Des questions? Au niveau de la service, quand vous faites la mise à jour, vous avez forcément une perte au niveau de la disponibilité ou pas? Alors, si vous voulez avoir ne pas avoir de perte de disponibilité, Microsoft vous demande de mettre 2 instances minimum. D'accord, il fera automatiquement. Automatiquement, quand il fera mise à jour, il fera sur une instance et après il fera la deuxième. C'est automatique. Mais il vous faut, pour avoir le SLA de Microsoft, il vous demande 2 instances. Si vous n'en avez qu'une, vous pouvez avoir des retours de service. Il y a une fonctionnalité que je n'ai pas montrée qui s'appelle les slots. Alors, en fait, vous pouvez créer donc un environnement de pré-production sur votre app service, par exemple, pour pouvoir tester votre déploiement de prod et après faire un swap et dire bah, j'ai validé en fait que mon package de prod est bon. Quand je vais swapper, ça va prendre la nouvelle IP de votre slot de pré-prod, enfin de test. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi avec App Service, c'est que derrière, ça reste toujours de la machine virtuelle qui est sur du physique. Si jamais il y a un problème sur le physique ou sur la machine virtuelle et qu'Azure détecte une erreur, un problème, il va automatiquement décommissionner votre instance et la réinstaller automatiquement sur du nouveau matériel. Et c'est complètement transparent pour vous. D'autres questions? Non? Oui? J'ai pas compris, le service fabrique, on peut mettre sur sa propre infrastructure? Oui, complètement, oui. Et ce que j'ai pas compris, vous parliez d'un prérequis d'avoir du Windows Server 2016, après Linux. Alors, oui, alors sur Linux, ça vient de sortir Service Fabric. Donc là, il faut suivre n'importe quelle distribution qui supporte Service Fabric. Sur le monde Microsoft, on est obligé d'avoir du Windows Server 2016. C'est la seule version aujourd'hui qui supporte Service Fabric. La dernière qui est sortie. D'autres questions? Sur un service, si on fait une application type Java, oui. Vous dites toute la partie setting spécifique Java, XMI, comment ça se paramètre? C'est auto. En fait, quand vous déployez du Java sur App Service vous fournit un fichier de configuration. Le CDX, c'est ça? Non, ça c'est pour Azure Function. Pour Azure App Service, c'est un fichier .config ou dans le portail, on voit dans le portail, et dans le portail que vous sélectionnez votre paramétrage, qui est dissocié de l'exécution. Plus de questions? Merci de votre attention. Merci.